Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, dans cette présentation, nous allons aborder l'hémostase primaire et secondaire et les tests de la coagulation. Je voudrais tout de suite dire que l'hémostase est une entité, c'est une entité entière qu'il ne faut pas prendre en partie et qu'il faut prendre en bloc pour la maîtriser. Alors, durant cette présentation, il y a une définition de l'hémostase. Qu'est-ce que c'est que l'hémostase primaire? Ses phases, l'adhérence, l'activation, l'agrégation. Quelles sont les significations cliniques de l'hémostase primaire? Le syndrome de Van Willebrand, le syndrome de Bernard-Soulier, la thrombasthénie de Glanzmann. Et puis, on aborde l'hémostase secondaire, la voie intrinsèque, extrinsèque et la voie commune, ainsi que la transformation de la fibrine en dédimère et l'action du TPA. L'hémostase et les tests de la coagulation. Alors, le temps de saignement, l'INR, le taux de prothrombine, le PTT et sa signification clinique. Alors, la coagulation intravasculaire disséminée et le purpura thrombotique thrombocytopénique. Nous allons enfin terminer par un parallèle entre l'héparine et la warfarine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hémostase? C'est un processus qui arrête le saignement. Il permet au saignement d'arrêter à la plaie de cicatriser. Alors, l'hémostase implique le changement de la nature du sang qui passe de sa forme liquide à une forme de gel. Alors, quand le sang coagule, il passe de la forme liquide à la forme de gel. Il existe trois phases, la phase de vasoconstruction, la phase de blocage temporaire de la brèche et la phase de formation de fibrine. Alors, l'opposé de l'hémostase, c'est l'hémorragie, bien sûr. Alors, on commence par l'hémostase primaire. Voici un capillaire normal. Alors, un capillaire normal est caractérisé par un endothélium, que voici, et des plaquettes qui baignent entre les parois, entre les berges de l'endothélium. Alors, dans un capillaire normal, il faut savoir que l'endothélium s'interpose entre les plaquettes et le collagène que voici. Donc, les plaquettes ne sont jamais en contact avec le collagène. Alors, s'il y a lésion de l'endothélium, automatiquement les plaquettes vont être en contact avec le collagène. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de la lésion, il y a synthèse de ce qu'on appelle du facteur Van Willebrand, qu'on voit ici en vert. Et ce facteur de Van Willebrand, il induit lui-même la formation d'une protéine qu'on appelle la glycoprotéine MB. Alors, cette glycoprotéine MB, elle permet d'attacher le facteur Van Willebrand avec les plaquettes. L'adhésion, c'est ça, c'est uniquement ça. Hein. Alors, l'adhésion provoque l'activation des plaquettes. Alors, ces plaquettes qui sont activées, elles vont sécréter deux substances. La première, c'est le thromboxane A2 et la deuxième, c'est l'ADP. Alors, je vous dis tout de suite que le thromboxane A2 est inhibé par l'aspirine et que l'ADP est inhibé par le clopidogrel. Alors, la troisième phase de l'hémostase primaire, elle est caractérisée par la formation d'une glycoprotéine qu'on appelle cette fois-ci la glycoprotéine 2B3A. Alors, la glycoprotéine 2B3A, elle permet d'attacher les plaquettes avec le fibrinogène. Alors,
cette attache des plaquettes au fibrinogène constitue ce qu'on appelle l'agrégation. Alors, je vous rappelle que cette agrégation, elle se fait à cause de cette glycoprotéine 2B3A. Tout à l'heure, nous avons vu, c'est la glycoprotéine 1B. Alors, je reviens sur ce phénomène d'adhésion. Donc, on a dit que la lésion va provoquer la synthèse du facteur von Willebrand. Qu'est-ce qui se passe si le patient, si la personne, pour une raison ou pour une autre, n'arrive pas à synthétiser ce facteur von Willebrand? Eh bien, quand ce facteur est absent, ça provoque la maladie de von Willebrand. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie de von Willebrand? C'est une maladie autosomale dominante avec des saignements. Alors, des saignements qui sont superficiels, c'est surtout au niveau de nez et au niveau des épistaxis et au niveau de la gencive, et qu'il faut faire attention lors des soins dentaires. Alors, nous avons vu que cette partie verte qui est le facteur de von Willebrand peut manquer, mais il peut aussi s'agir d'une anomalie où il y a une absence de ces particules bleues ici qu'on voit qui sont les glycoprotéines 1B. Alors, on voit qu'est-ce qui se passe si le patient, pour une raison héréditaire, n'a plus de glycoprotéine 1B. Eh bien, cette absence de glycoprotéine 1B, elle provoque ce qu'on appelle le syndrome de Bernard-Soulier. Alors, le syndrome de Bernard-Soulier, il est caractérisé par des plaquettes géantes et il faut dire qu'il est autosomal récessif. Alors, temps de saignement augmenté, le taux de thrombine normal et le PTT normal. Il faut dire aussi que dans le syndrome de Bernard-Soulier, l'agrégation des plaquettes est énorme. Alors, nous avons vu le déficit de la glycoprotéine 1B qui provoque le syndrome de Bernard-Soulier, mais si c'est la glycoprotéine 2B3A qui est absente, qu'est-ce qui se passe? Alors, le déficit de la glycoprotéine 2B3A, ça provoque la thrombasthénie de Glanzmann. Alors, une caractéristique de cette thrombasthénie, c'est que le saignement au niveau du cordon à la naissance. Temps de saignement augmenté, prothrombine augmentée, PTT normal. Elle est autosomale récessive aussi. Donc, des trois maladies, la seule qui est dominante, c'est le von Willebrand. Le deuxième chapitre, c'est l'hémostase secondaire. Alors, ce schéma, il permet de simplifier l'hémostase secondaire dans son minimum. Alors, il y a trois couleurs pour dire qu'il y a trois voies. Alors, la voie verte, c'est la voie extrinsèque. La voie rouge, c'est la voie intrinsèque. Et la voie bleue, c'est la voie commune. Alors, les facteurs qui sont impliqués dans la voie extrinsèque, eh bien, il n'y a qu'un seul. C'est le facteur 7. Les facteurs de la voie commune, il y en a 4. Alors, retenez 2 fois 5 égale 10, plus 1. 2 fois 5 égale 10, plus 1. Voilà pour la voie commune. Le reste des facteurs, c'est pour la voie intrinsèque. Alors, en anglais, on utilise 10 pour dire que T, c'est 12, I, c'est 11, 9, c'est 9. Alors, facteur 12, facteur 11 et facteur 9, en sachant qu'il y a ici le facteur 8 aussi, il fait partie de cette gamme de l'intrinsèque. Alors, on a vu extrinsèque, un seul facteur 7, voie commune, 2 fois 5, 10, plus 1. Le reste des facteurs, c'est la voie intrinsèque. Maintenant, pour contrôler la voie extrinsèque, c'est le taux de prothrombine. Il va contrôler, alors le taux de prothrombine, il va contrôler le 7, le 10, le 5, le 2 et le 1. Voilà pour ce qui est du taux de prothrombine. Le PTT, il va contrôler la voie intrinsèque, donc le 12, le 11, le 9, le 8, le 1, le 2, le 5 et le 10. Donc PTT, voie intrinsèque, PT, voie extrinsèque.
Alors, un autre élément qu'il faut retenir, c'est que la voie extrinsèque, c'est la formation du caillot, on donne la warfarine. Alors, l'héparine, c'est intraveineux, l'héparine, c'est pour la voie intrinsèque. La warfarine, c'est pour la voie extrinsèque. L'héparine, c'est intraveineux, warfarine, c'est oral. Alors, la voie commune, donc qui fait 2 fois 5, 10, nous l'avons dit plus 1. Alors, 10, il agit sur le 5 il agit sur le 2 agit sur le 1. 1, c'est la phase finale de l'agrégation, de l'hémostase secondaire, et elle aboutit à la formation du fibrinogène. Alors, je rappelle que la coagulation, c'est tout simplement la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Alors, cette transformation du fibrinogène en fibrine, elle va, c'est la fin de l'hémostase secondaire. Maintenant, le processus ne s'arrête pas comme ça, parce que quand le caillot est formé, il ne va pas rester indéfiniment. Alors, il faut qu'il soit résolu, il faut qu'il se dissolve, ce caillot, pour que le sang retrouve sa forme normale. Et comment il va le faire? Eh bien, la fibrine va se décomposer en D-dimères sous l'action du TPA. Nous allons voir ça en détail. Donc, plasminogène en plasmine sous l'action du TPA. Et puis, la fibrine qui va donner les dimères sous l'action de la plasmine. Alors, je voudrais tout simplement dire que TPA, c'est tissu plasminogène activateur. Alors, voilà pour l'hémostase secondaire. Maintenant, nous allons aborder l'exploration de l'hémostase et de la coagulation. Alors, les 10 dimères, c'est l'aboutissement du processus. Et pour que le processus se termine, il faut que ces 10 dimères disparaissent dans le sang. Parce que s'il persiste à des taux élevés, eh bien, c'est le signe d'une thrombose veineuse. Alors, comment contrôler la coagulation? INR. C'est quoi? C'est le taux de prothrombine du patient sur le taux de prothrombine normal. Alors, l'INR chez une personne normale, il est de 1. Quel est l'intérêt de cet INR? C'est de mesurer combien la warfarine, c'est de mesurer combien le sang devient fluide sous l'effet des anticoagulants, sous l'effet de la warfarine. Alors, si le INR est abaissé, il y a un risque de caillou. Par contre, si le INR est élevé, il y a un risque d'hémorragie. Je répète ici, donc INR bas, risque de caillou, INR élevé, risque d'hémorragie. Alors, la warfarine, c'est quoi? Son nom commercial, c'est la coumadine. C'est un traitement de préventif contre c'est un traitement préventif contre les caillots. Donc, c'est surtout dans les thromboses veineuses, dans l'embolie pulmonaire, dans l'accident vasculaire cérébral à cause de la fibrillation auriculaire ou d'une valve. Et le but, c'est d'avoir un INR entre 2 et 3. La durée du traitement de warfarine, c'est à partir de 3 jusqu'à toute la vie. Alors maintenant, nous allons aborder le temps de sédiment. Qu'est-ce que c'est que le temps de sédiment? Le temps de sédiment, c'est la mesure que c'est le temps que fait le sédiment pour qu'il cesse. Alors, il y a 2 techniques qui sont utilisées. Il y a ce qu'on appelle la technique de Lévy et la technique de Duc. Alors, la technique de Duc, c'est de mettre juste un petit prick
la profondeur du prick est de 1 mm, c'est tout. La technique de Lévy, il est un peu plus compliqué parce qu'il y a le brassard de la prise de tension. Et le temps de saignement, c'est de savoir la qualité, c'est de connaître la qualité des plaquettes et de connaître la qualité de la formation du caillou. Si le temps de saignement est anormal, on pense à l'hémophilie, la thrombasthénie, le facteur de Van Willebrand. Mais il faut savoir qu'un temps de saignement normal ne veut pas dire que la chirurgie est importante. Alors, hémostase, PT, PTT, INR. PT, le thrombin time, il mesure le temps de coagulation du plasma et il faut savoir que la prothrombine est synthétisée au niveau du foie et s'il y a un déficit, s'il y a un trouble de ce temps, il peut orienter vers une maladie hépatique. Alors on le corrige par une injection de vitamine K. Alors la valeur normale est de 11 à 13 secondes, 13 secondes et demie. Et chez une personne qui prend des anticoagulants, ce temps doit être le double ou triplé. On peut utiliser ce test pour le dépistage de déficit en vitamine K. Il est aussi utilisé pour la vascularisation les troubles vasculaires intradisséminés. Alors, céphalie activée, PTT, elle mesure la vitesse de formation du caillot par la voie intrinsèque et la voie commune. Donc, fibrinogène 1, prothrombine 2, proaxalérine 5, antihémophilique 8, Stuart 10, plasma 11 et le facteur Ashman 12. Alors, le PTT est souvent utilisé en même temps que le taux de prothrombine. Pourquoi? Parce que le PTT, c'est la voie extrinsèque, alors que le taux de prothrombine, c'est la voie le PTT, c'est la voie intrinsèque, et le PT, c'est la voie extrinsèque. Si on utilise les deux, on mesure toutes les hémostases. Alors, les conséquences cliniques, le DIC, les coagulopathies intravasculaires disséminées, eh bien, c'est une maladie qu'on trouve, c'est le malade, on le trouve dans les urgences, c'est un malade qui saigne de partout, surtout les lieux des intraveineuses, donc toutes les intraveineuses sont en train de saigner, c'est la panique des réanimateurs et des gens des urgences. Alors, le PTT, l'INR et les plaquettes, tout ça c'est abaissé. Il y a une microangiopathie hémolytique, une anémie hémolytique par microangiopathie, ce qu'on appelle MAHA, et des dimères PT, PTT et INR sont augmentés. Alors, les plaquettes sont abaissées, donc il faut donner les plaquettes. Les schizocytes sont positifs, donc il faut donner des globules rouges. Le fibrinogène est abaissé, il faut donner du cryoprécipitate. Et PT, PTT et INR sont augmentés, il faut donner du plasma frais. Alors l'avant-dernier volet de cette présentation, c'est le TTP, le purpura thrombotique thrombocytopénique. Je reviens sur cette image pour montrer quelle est la différence entre purpura, pétéchie et ecchymose. C'est la surface qui détermine la différence. Les pétéchies, c'est inférieur à 3 mm. Le purpura, c'est entre 3 et 10 mm, et l'ecchymose, c'est supérieur à 1 cm. Donc,
Donc, ce qui nous intéresse ici, le purpura, donc la lésion est en 3 et 10 mm. Alors, purpura, il faut retenir que tout le bilan est normal. Mais il existe une fièvre, une anémie, une thrombocytopénie, une insuffisance rénale et des troubles neurologiques. Avec des plaquettes, bien sûr, abaissées. Alors, dernier volet, comparer entre l'héparine et la warfarine. Héparine en intraveineux, on l'a déjà dit, alors que la warfarine est par voie orale. Le mécanisme de l'héparine est attaché à l'antithrombine 3, alors que warfarine, c'est l'anti-vitamine K. Les indications de l'héparine, c'est les thromboses veineuses profondes, l'embolie pulmonaire, en sachant qu'il agit tout de suite, immédiatement, alors que le warfarine, c'est à peu près les mêmes indications, mais en sachant qu'il n'agit pas aussi rapidement. Les effets secondaires de l'héparine, c'est bien sûr le saignement, l'ostéoporose et ce qu'on appelle HIT, héparine-induced thrombocytopénie. Alors, quand il y a une thrombocytopénie induite par l'héparine, eh ben, il faut changer, il faut passer à l'héparine à petite molécule. Les effets adverses de la warfarine, c'est le saignement et la nécrose. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous ne l'êtes pas, et vos suggestions sont bienvenues comme toujours. Merci.